On va commencer par regarder un petit peu quel rapport vous avez tous avec cette thématique. François Fleuret, je vais commencer par vous. Vous êtes dans l'intelligence artificielle, vous êtes monsieur intelligence artificielle ici. Est-ce que vous avez déjà vu un film qui donnait une mauvaise image de l'intelligence artificielle ? J'ai pas souvenir d'en avoir vu un qui donne une bonne image. C'est ce que je pensais. Oui, donc ouais, enfin, donc la question, je suis pas sûr qu'effectivement le cinéma vend de l'intelligence artificielle auprès du grand public, parce que d'une part il y a un décalage entre ce qu'on estime qu'elle va être à moyen et court terme, et puis la manière dont c'est présenté au ciné, parce qu'il faut toujours que ce soit un peu spectaculaire. Donc on a toujours un Terminator ou un... Donc voilà, je sais pas trop comment je peux élaborer plus sur... Qu'est-ce qui change entre ce que vous faites tous les jours et ce que vous voyez au cinéma ? Parce qu'on fait... donc il y a des choses, c'est un peu toujours comme les ordinateurs, il y a des choses que font les ordinateurs très 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 bien, beaucoup mieux que les humains, et d'autres choses qui font beaucoup moins bien, mais en général, pour que ça parle aux gens, on veut aligner un peu l'IA et puis l'humain, donc on a tendance à surestimer des choses que les IA font mal et sous-estimer des choses que les IA font bien. Et puis après, il y a tout aussi un aspect un peu... l'existence physique, c'est-à-dire que les IA dont on parle sont finalement des programmes comme d'autres. D'ailleurs, rien que le terme IA est chargé, on a tendance à dire machine learning et data science, des trucs comme ça. Il y a des mots moins sexy que intelligence artificielle. Ça reste des bouts de programme, donc ça reste des trucs qui tournent dans des ordinateurs. La nuance, il y a un continuum en fait, il y a un continuum entre l'informatique traditionnelle et puis éventuellement à horizon 50 ans, une IA à la ex machina qui fait vraiment des trucs qui ressemblent vraiment à un humain, et on est encore un peu loin. Donc, mais je pense que c'est pour la science en général au cinéma. La vraie science n'est pas assez sexy. C'est-à-dire que les bases de temps sont longues, chacun fait peu de choses, il y a peu de breakthroughs incroyables, il y a peu de choses. Donc effectivement, il y a un décalage toujours entre science au cinéma et science quoi. Est-ce que vous avez quand même l'exemple d'un film où ça va ? C'est quand même un peu vrai. Non, mais en fait, donc j'ai réfléchi parce qu'on en a un peu parlé. Donc moi, le film que je trouve incroyable, alors c'est difficile de ne pas tenir compte de la date, mais c'est 2001, parce que 2001 c'est 68. Faut voir que les ordinateurs à l'époque c'était des cartes perforées et puis des machins qui faisaient rien. Et l'intelligence artificielle de 2001 est très très convaincante, c'est-à-dire qu'elle est justement, elle n'est pas incarnée dans un corps, elle est distribuée, elle est présente par des caméras, c'est très moderne. On regarde 2001, il n'y a pas de faute technique, mais à tous les niveaux. Donc, bon, il y avait un commentaire à propos de 2001 est formidable, parce que c'est Kubrick, 2001 est formidable en soi, il n'y a pas de faute technique, pas d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue technologique. À aucun moment ça allume une lampe rouge et on se dit là il a fait n'importe quoi. Je veux dire, le manque de l'absence de gravité dans les vaisseaux est hyper bien faite, la lenteur des vaisseaux est hyper bien faite, l'absence de bruit dans l'espace est parfaite. L'IA est hyper convaincante parce qu'elle est juste très efficace, elle en fait pas trop. Donc voilà, 2001, 10 sur 10. Mais même Westworld, donc Westworld, la série Westworld qui est plus trendy, qui est plus justement HBO, faut que ça parle bien. Pareil, les IA, la manière dont l'IA est représentée est assez raisonnable. C'est-à-dire que c'est effectivement des trucs qui ont, avec toujours cette ambiguïté sur le test de Turing. On a tendance à projeter, on ne sait pas si le truc est effectivement conscient ou pas. Enfin, donc voilà, 2001, 10 sur 10, Westworld, ça va. Et Ex Machina, j'ai pas vu étrangement, mais Ex Machina, il y a un petit côté film d'horreur qui me stresse. Et le 0 sur 10, c'est pour qui ? En IA, en robot. Bon, les robots de Star Wars sont pas terribles, je sais pas. Pourquoi ? Je sais pas, parce que après, parce qu'ils sont trop grand guignols. Enfin, il y a un côté un peu. Mais là, à nouveau, peut-être qu'on fera des robots grand guignols, j'en sais rien. Enfin, Vincent Alvarez, la médecine, on la voit partout dans les séries, au cinéma, tout ça, Dr House, Grey's Anatomy et tout, ça a l'air super vrai. Alors ça, vous n'allez pas me dire que c'est mal représenté quand même. On est aux urgences, là, ils ouvrent les gens et tout, ils disent des mots super compliqués. C'est bien représenté ou pas ? Évidemment non. On me décevait là. Non mais j'ai beaucoup aimé la conférence de M. Attala parce que finalement la médecine dans les séries ça remplit pleinement
tout ce qu'il a dit sur la science-fiction. C'est-à-dire on met des aspects très technologiques de quelque chose que tout le monde connaît plus ou moins. On a tous été chez le médecin aux urgences, mais dans un aspect spectaculaire, plus au service des relations humaines finalement. Et moi, c'est comme ça que je vois ces séries, dans le sens où les situations médicales, c'est des maladies qui existent, mais les prises en charge, c'est pas du tout comme ça que ça se fait dans la vraie vie. L'urgence existe, mais c'est jamais à la seconde, il faut mettre le doigt là pour que tout d'un coup la pression remonte. Enfin, il y a de l'urgence, il y a de l'attention dans la vraie vie, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Tant dans la prise en charge que dans les traitements qu'ils font, s'il y a des choses qui n'existent pas qu'ils font. Mais par contre, c'est vraiment là pour, j'ai l'impression, mettre en avant la détresse que les personnages peuvent ressentir. Ça met aussi en avant, on en parlait au téléphone, des questions un peu éthiques, de société, mais via ces situations médicales qui sont juste au service de ça, j'ai l'impression, et pas du tout pour montrer ce qui se passe dans les hôpitaux. Et puis, on en parlait justement, on voit beaucoup de chirurgiens, tout ça. Pas beaucoup d'autres gens, ou bien vous êtes un peu jaloux quand même en tant que neurologue, vous apparaissez pas trop, ou bien? Non, pas trop, mais de nouveau, je pense que ça va dans le côté spectaculaire. C'est que la chirurgie, l'urgence, c'est beaucoup plus spectaculaire que la neurologie pour ce qui me concerne, ou que la gastroentérologie, je sais pas, mais je pense que c'est vraiment de nouveau pour avoir cet aspect très spectaculaire avec du sang qui gicle, des choses, voilà, c'est vraiment juste pour le spectacle. Je pense que ces branches sont surreprésentées, et aussi l'aspect technologique. C'est que c'est un peu là qu'on a la technologie. Puis là aussi, c'est un peu plus Grey's Anatomy, on voit ces médecins dans des salles avec des écrans jusqu'au plafond, des hologrammes qui tournent en rond, enfin, un peu comme on voit dans les experts aussi quand ils font le truc là. Mais on a des écrans, évidemment, on a un écran d'ordinateur comme monsieur tout le monde, mais là de nouveau c'est un peu pour le spectacle. Est-ce qu'il y a eu des exemples où on voit la neurologie bien mise en scène? Alors, il y a quelques films qui sont plus sur des personnages où de nouveau la maladie est un prétexte. Il y avait Le Scaphandre et le Papillon qui est un film magnifique pour plein de raisons, qui est tiré d'une histoire vraie. Et là, l'aspect neurologique du patient en question est extrêmement réaliste. Mais de nouveau, c'est pour mettre en avant finalement un parcours de vie et une force humaine interne que la maladie a permis de mettre en avant finalement. Mais ce film est très réaliste, effectivement. On peut en parler aussi, moi, une série qu'on a sûrement tous vue, c'est Urgence. Alors Urgence, on en est où là? 0, 10, 5? Non, alors, dans toutes ces séries médicales qu'on a citées, c'est peut-être la plus vraie sur l'aspect prise en charge. Après, j'ai pas travaillé dans les urgences de Chicago, j'imagine que c'est pas la même chose qu'à Sion avec les blessures par balle et tout ça, mais c'est que l'aspect quotité et gravité de la situation est quand même très impressionnante pour une réalité. Je pense pas que même à Chicago, il y a 5 blessés par balle tous les jours, mais de nouveau, c'est plus sexy un blessé par balle qu'une pneumonie, disons. Enfin, voilà, pour le cinéma, j'imagine que c'est plus pour ça. Par contre, toutes les autres séries médicales, l'aspect médical, c'est vraiment la science-fiction. Et pourquoi? Je sais, vous l'avez dit. Oui, entre Grey's Anatomy et Dr House, je sais pas qui est la pire. Mais les deux, c'est vraiment aussi comme pour la science. L'échelle de temps, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et tout d'un coup, il y a un neurologue, il y a un médecin avec un microscope qui a une idée géniale et puis il sauve la vie. Dans la vraie vie, la recherche en médecine, ça se passe pas comme ça. C'est des années de travaux dans plusieurs équipes, des laboratoires. L'aspect commission d'éthique, tout ça, c'est des échelles de temps qui sont délirantes par rapport aux séries où il y a un type qui a une idée devant un microscope et puis une heure après il opère le patient avec un truc révolutionnaire. On aimerait bien que ça se passe comme ça, mais c'est pas possible. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, merci. Mélanie Pitlou, vous êtes un petit peu ma bouée de secours là. Vous êtes cinéma, documentaire, vous êtes censé montrer la vraie réalité. Ça, vous le faites alors, hein. Documentaire, c'est la vraie réalité de la vraie vie. Ce serait un petit peu trop ça. En fait, ce serait comme les scientifiques qui trouvent chaque fois la vérité absolue à chaque recherche. En fait, comme on en parlait au téléphone, finalement, pour moi, le cinéma documentaire, c'est le cinéma du réel qui cherche à montrer le réel, mais qui forcément le met en scène. Moi, je n'ai pas la prétention, disons, de chaque fois d'une objectivité totale. On essaye de mettre au mieux son regard en scène. Finalement, c'est un regard posé sur une réalité. Moi, comme vous l'avez dit, hein, je viens d'un bagage de sciences humaines, de sciences politiques, d'anthropologie, et je n'avais pas décidé de faire du cinéma tout de suite. C'est venu un petit peu par hasard. C'est les hasards de la vie qui n'en sont pas, quand j'ai eu une fois une caméra dans les mains, et puis je me suis prise de passion pour ce médium.
Et j'ai finalement utilisé les outils de sciences humaines que j'avais appris pour approcher les gens dont j'avais envie de raconter les histoires. Je vous rejoins tout à fait dans cette narration qui donne du sens à nos existences et qui permet de mettre le sens aussi en scène à travers, par exemple, les outils du cinéma. Et puis, pour moi, à travers l'anthropologie, une des choses que j'ai le plus retenues, c'est finalement des outils intellectuels et humains pour rencontrer l'autre et approcher sa propre réalité en se défaisant de nos propres préjugés. Et donc, par exemple, dans le lit du Rhône, dont vous avez montré l'extrait tout à l'heure, eh bien, c'était un petit peu le défi que je me suis donné à travers ces différentes personnes qui ont chacune un rapport très particulier avec ce fleuve, eh bien, de pouvoir montrer au mieux la réalité de chacun, la relater, mais sans les juger, sans les mettre en opposition, sans dire voilà ceux qui ont raison, ceux qui ont tort, mais plus essayer de comprendre que finalement ce sont différentes réalités qui coexistent, et puis comment est-ce que dans un monde où on a un territoire donné très serré, très utilisé, comment est-ce que ces réalités peuvent au mieux cohabiter. Et donc il y a disons une ambition, en tout cas un espoir de participer au débat de société à travers des propositions cinématographiques comme ça. Donc vous l'avez dit, il y a de toute façon une transformation du réel, la neutralité, je crois qu'on atteint l'impossible là avec ça, mais vous avez quand même essayé dans un de vos courts-métrages que vous avez fait en collaboration avec les PFL de montrer la relation entre l'homme et la machine, donc de mettre en scène de façon le plus réelle possible certains scientifiques. Parlez-nous un petit peu de ça, ça s'appelle Gardien du risque et c'est sorti en je sais plus quelle année. En 2012, en fait, c'était un mandat donc, de chercheurs de l'EPFL. Il y avait une recherche en cours justement sur le rapport entre l'être humain et la machine. Et donc, Gardien du risque, en fait, on a été dans différentes salles de surveillance qui utilisent des moyens technologiques très poussés, comme par exemple la Sky Guide avec les gardiens du ciel ou avec ceux qui assurent la sécurité, mais à distance, à travers les caméras de surveillance de l'autoroute du contournement de Genève ou chez Météo Suisse. Donc, tous des personnes qui, de par leur métier, utilisent finalement des modèles technologiques très avancés pour essayer de prédire ce qui peut arriver, et donc de prédire le risque pour essayer de l'éviter. Et donc, c'est des personnes qui travaillent constamment avec la machine, mais le but, disons, de la recherche, c'était d'essayer de voir dans quelle mesure l'être humain reste indispensable et où la prise de décision, en fait, avec tous ces outils technologiques, disons, pourrait défaire un petit peu cette idée utopiste, en tout cas à mon humble avis, qu'à un moment donné, la machine pourra remplacer l'être humain. Et puis, on a donc rencontré ces différentes personnes, et puis on se disait, mais comment est-ce qu'on va mettre en scène ça d'un point de vue purement cinématographique? Et puis donc on a été chercher toute une grammaire de gestes, toute une grammaire aussi au niveau auditif, de ces sons, de ces ambiances, au niveau, voilà, sur plusieurs plans, pour pouvoir ensuite illustrer ce rapport de l'être humain à la machine, et comment finalement, en fait, ce qui était intéressant dans cette recherche, puisque c'était en fait un film qui se faisait en même temps que la recherche en cours, et donc le film cherchait à retraduire par d'autres moyens qu'un rapport, parce que les scientifiques s'étaient dit, en fait, juste un rapport, ça ne va jamais pouvoir rendre compte de cette réalité. Et donc, l'image et le son venaient compléter le rapport. Et ce qui était intéressant, en fait, c'était de voir les similitudes et aussi les spécificités, mais surtout une espèce de fil conducteur entre des métiers complètement différents, où on pourrait a priori se dire mais ça n'a rien à voir, et de voir que finalement c'était les mêmes démarches, les mêmes schémas qui se reproduisaient en termes de rapport entre l'humain et la machine, en termes de mise en doute, en termes de confirmation, de modélisation, de limites de ces modèles, etc., etc. Est-ce qu'il y a des techniques un peu particulières pour quand même essayer de rester au plus proche de la réalité scientifique et de la transmettre de la meilleure façon possible? Je ne sais pas, dans le montage, dans la façon de filmer, je ne sais pas. Quand vous êtes retrouvés dans ces salles avec tous ces écrans et tout ça.
Bien, disons que, en tout cas, de par mon approche documentaire, avant même d'amener la caméra, je passe du temps en observation pour vraiment pouvoir s'imprégner au mieux de ce qui se passe. Et puis ensuite, de chercher les moments, les personnes, les lieux, les cadrages les plus signifiants pour ensuite, quand on a la caméra, être le plus efficace possible et pouvoir capter, disons, aller à la cueillette de choses qu'on a plus ou moins imaginées tout en restant ouvert à des surprises. Il y a évidemment la manière de filmer. Ensuite, il y a beaucoup quand même au niveau du documentaire, en tout cas, qui se fait au montage. C'est clair qu'en fiction, on a beaucoup écrit à l'avance. En documentaire, on est plus à la cueillette. Et puis ensuite, c'est le montage qui va faire ressortir les signifiances, qui va aussi faire ressortir peut-être des échos entre différentes situations. Et ensuite, on peut, bon, ça, c'était pas dans ce cas-là, mais l'appel à des images d'archives, non pas à titre seulement illustratif, mais en termes de relecture du passé, de voir comment est-ce que ces images, peut-être 50 ans ou 30 ans plus tard, comment est-ce qu'elles peuvent avoir tout un autre sens que le sens qui était originalement mis. Ça, c'est aussi une piste intéressante en termes de scénarisation. Et si on revient maintenant un peu au cinéma de fiction, Marc Atala, vous avez pas mal parlé de la science-fiction, mais le cinéma de fiction en général, à quoi ça sert en fait tout ça du coup? Est-ce que c'est vraiment la fonction du cinéma de fiction de représenter la réalité au niveau de la science? Ou est-ce qu'en fait, on l'a vu, c'est juste un moyen comme ça? Je ne crois pas que la fiction a pour vocation de représenter le réel. Pourquoi? Déjà, la question du réalisme est une question assez récente. C'est-à-dire, avant le 19e siècle, il n'y a pas de réalisme. Hein, vous lisez n'importe quel roman au 17e, 18e, dans l'Antiquité, dans les épopées, il n'y a pas de réalisme. C'est un peu un délire occidental, d'être plus proche possible de la réalité. Et puis, comme vous le disiez à juste titre, ce qui est avant tout pas réel dans une fiction quelle qu'elle soit, c'est que la mise en intrigue, la manière d'associer les choses, de sélectionner les informations, etc., ça, c'est la fiction. C'est cette capacité à tresser une histoire. Et c'est là-dedans qu'il y a quelque chose qui est très fort. Est-ce que je vais pouvoir éprouver une émotion par ce tressage-là? Et c'est pour ça que c'est pas très important, la science, les villes, etc. Puisque ce qui va faire vibrer le spectateur, c'est la capacité que le réalisateur, pour un film par exemple, a de venir toucher des centaines, des milliers, voire des millions de personnes sur une émotion. Si moi j'essaie de raconter une histoire drôle, je pense qu'il y a 3 personnes qui rient, dont moi. Et il y a des gens dont la spécialité, c'est d'arriver à faire rire des milliers de gens. Et donc ils comprennent une certaine, j'aime pas ce mot, mais mécanique émotionnelle. Et ils arrivent à, comme les films d'horreur, on arrive à déclencher. Alors, il y a des choses qu'on peut apprendre dans le savoir-faire. Évidemment, suivant où est la caméra, c'est plus pratique, c'est un truc qui vous arrive dessus. Et puis après, il y a la manière de créer de l'angoisse. Quand on parle de Hitchcock comme maître du suspense, c'est ça. Essayer de faire que des millions de gens éprouvent ce sentiment-là, c'est compliqué. Hein, il faut bien connaître l'humain. Et on dit que la fiction, là où elle est le plus réaliste, c'est qu'elle comprend comment fonctionne l'humain. Où il y a quelque chose de l'ordre de la sensibilité humaine qui fait qu'on... Et j'ai jamais compris, si ce n'est que dans un monde occidental tel que le nôtre au XXIe siècle, on va tendance à penser, est-ce que c'est réaliste ou pas? Est-ce que la série des urgences... C'est une question très étrange. C'est comme si... un exemple qui marche bien, c'est comme si vous lisez Balzac en 1830 pour comprendre Paris. Achetez-vous une carte, ça ira beaucoup plus vite. Enfin, qu'est-ce que vous allez essayer de comprendre ce qui se passe à Paris? Est-ce que Balzac s'intéresse à telle ruelle dans Paris? Non. Parce que ce qui intéresse Balzac, c'est les humains qui vivent à Paris. Et c'est la manière dont la ville les transforme en types sociaux. Et la fiction, aujourd'hui, elle fait ça. Elle va se dire, on s'en fiche par rapport à la discussion que l'IA ou que la médecine soit représentée. Par contre, si on arrive à venir toucher quelque chose de très humain là derrière, ça peut être une peur, ça peut être un désir, alors là, il y a quelque chose de juste. Dans ce qu'est la fiction, donc, elle n'a pas de compte à rendre au réel. D'ailleurs, on dit souvent que la fiction, on la définit comme une feintise ludique partagée, c'est-à-dire on fait semblant, c'est pour se marrer, enfin c'est ludique. Et puis c'est partagé, c'est en général, il y a une sorte de pacte entre le lecteur ou le spectateur et le réalisateur. Et le but de cette feintise ludique partagée, c'est de proposer, avec plus ou moins d'originalité, un autre point de vue sur l'existence humaine. Puisque un des grands drames de l'humain, une des grandes tragédies humaines, c'est qu'on est bloqué dans notre point de vue.
et que j'aimerais bien savoir ce que vous pensez quand je suis en conférence ou pour voilà, quoi. Et je me dis ça serait quand même marrant ou peut-être très effrayant, mais je suis d'entendre les pensées des autres voilà. en direct, par exemple. C'est ça. Et comme on est bloqué là-dedans, c'est pas étonnant quasiment que depuis que l'humain existe, en tout cas depuis les premières traces d'activité humaine, on a cette extériorisation de point de vue. Parce que c'est la seule manière de s'évaluer. Et le but de la fiction, c'est de dire, si je sors de moi, et c'est pour ça que j'éprouve des émotions, si je sors de moi et que je vis la vie de Brad Pitt, par exemple, c'est pas très important que ça soit Brad Pitt, mais ce qui est important, c'est que pendant un moment, j'ai vécu une autre vie que la mienne. Et ce faisant, je peux regarder ma vie autrement. Et ça, c'est la fiction. Tout le reste, Voltaire peut pleurer sur Gargantua de Rabelais, qui n'est pas du tout réaliste, mais parce qu'il y a quelque chose de profondément humain qui s'exprime dans ce roman. Et ça serait bizarre de se dire, oui, mais bon, l'abbaye de Thélème, ça n'existe pas. Il n'y a qu'en fait au XXe siècle où on s'interroge sur la proximité entre le réel et la fiction. Pourquoi on l'a fait en fait? Pourquoi on a commencé à s'interroger là-dessus? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons différentes. Il y a déjà la difficulté qu'on a à assumer la représentation. C'est-à-dire, en fait, on a l'impression qu'une représentation qui n'est pas réaliste... Enfin, on vit dans un monde très réaliste déjà, peut-être un peu trop. Depuis le 19e siècle, on a l'apparition de tous les mouvements réalistes en art. Après, il y a les avant-gardes qui commencent à casser ce truc-là. Dans les fictions, avec la fiction réaliste. Dans le cinéma, qui va devoir être très réaliste, etc. Et donc, il y a une sorte de paradigme réaliste qui correspond aussi à l'explosion des écoles polytechniques à la fin du 18e, à l'importance d'avoir le réel brut. Et tout ce qui est épique, magique, métaphysique, tout ça disparaît. Il y a une sorte de prise de pouvoir de la rationalité occidentale. Et ça, c'est une des grandes problématiques qu'on voit apparaître, et puis qui a duré 100 ans. C'est pas grand-chose par rapport à l'Empire romain. C'est-à-dire que maintenant, on commence à avoir des gens qui veulent autre chose. Regardez les jeunes, quand ils lisent, je dis les jeunes parce que nous sommes vieux, quand ils lisent des mangas, par exemple, ils n'ont plus aucun problème avec l'absence de réalisme. Alors que leurs parents disent, ouais, c'est quand même bizarre. Mais parce que le Japon refuse les codes de vraisemblance réalistes, et la fiction doit se montrer comme fiction. Alors quand ils pleurent énormément, etc., pour pas qu'on se méprenne. Donc je pense que cette tendance qui arrive en 1820-1830 à peu près, elle est en train de disparaître. C'est en fait les gens, ils veulent des émotions. Et la fiction, c'est d'abord ça. C'est d'abord des émotions. Et on a voulu en faire une sorte de truc un peu propagandiste, illustrant, etc. Et en fait, ça marche pas. C'est qu'on n'arrive pas à éprouver une émotion. Et je crois qu'on voit revenir le spectacle émotionnel, où on vit des choses complètement folles dans des fictions. Pensez au nombre de gens qui ont vibré sur Harry Potter et qui ont après lu 1800 pages d'Harry Potter ou 2500 pages d'Harry Potter. C'est complètement absurde si on réfléchit à ça. Mais en fait, l'essence de la fiction, elle est là. C'est que dans Harry Potter, on dit beaucoup plus sur l'adolescent que dans toutes les recherches scientifiques du monde. Parce que c'est tellement complexe, ce truc. Et tout le monde va vivre une autre vie. Chaque personne va vivre en plus une autre vie un peu différente de celle d'à côté. La complexité d'une fiction, elle n'a pas à rendre compte du réel, et tant mieux. Tant mieux, sinon il n'y a pas de rêve, sinon il n'y a pas d'extériorisation, sinon il y a une sorte de banalité un peu réifiante. Mais pourquoi on met autant de science là-dedans? Je dis le nombre de films où il y a eu un psychologue, un chercheur en histoire, en plus de toutes les sciences dures qui sont représentées, ça sert à quoi du coup? De dire toutes ces maladies compliquées là et tout ça? Moi, j'avais regardé 2-3 épisodes de Grey's Anatomy parce que je me demandais comment ça pouvait fonctionner. Pour moi, c'est un peu... Je trouve que mes grands-parents regardaient Maigret ou des trucs comme ça, c'était un peu ça, mais en urgence, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de... Non, mais c'est vrai, moi, je comprends pas que ça marche. Mais en fait, il y a un ensemble de codes. C'est-à-dire, en gros, ce qui marche, c'est... Il y a des mots compliqués que personne ne comprend. Et c'est fait pour. Parce que ça fait sérieux. Ce qui est un peu dangereux pour les savants. Hein. Moi, j'aime bien qu'on me comprenne. Je comprends pas qu'on ait besoin de pas me comprendre. Je trouve ça un peu étrange et je peux me vertuer à ce qu'on me comprenne. Mais... Donc là, on comprend rien et on se dit c'est grave. Voilà, déjà, à la base, c'est ça. Si on vous dit une petite pneumonie, on dit ça va. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, s'il a une pneumonie, on dit il en fait des tonnes, le type, etc. Et si c'est compliqué, on se dit oulala. Et puis s'il y a un peu de rythme narratif fort, c'est-à-dire que d'un coup, il faut balancer un lit, on va jouer sur une mécanique émotionnelle de l'urgence. Et qui fait que le spectateur, ça palpite. Et puis quand ça palpite, ce qui est pratique, c'est qu'il va vouloir voir les autres épisodes. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but, c'est que derrière tout ça, il y a quand même un peu d'argent. Hein. Donc, peu de thunes quand même. Hein, voilà, un petit peu de thunes. On va pas oublier ça quand même. Hein. Et donc ça marche. Alors on va faire des pauses narratives. Donc on dit lui, il est en train de mourir. On passe à quelqu'un d'autre hein, pendant un moment. Voilà. Et parce qu'il faut continuer à regarder chaque épisode. Et la plupart des séries TV fonctionnent sur ce mode-là. C'est-à-dire en fait, moi je vois pas de médecine, je vois une mécanique hollywoodienne, disons,
cinématographique qui dit, sur le marché de la série aujourd'hui, il faut passer la première saison, qui est souvent la meilleure parce qu'il faut un peu intéresser les gens, puis après, il faut les conserver. Et voilà, donc, moi, je ne vois pas de réalisme, bizarrement. Pour moi, c'est un artifice qui donne le sentiment. Ce qui arrive parfois, alors dans les documentaires, on voit beaucoup ça, mais aussi dans certains films, c'est qu'on va jouer sur les connaissances du spectateur pour ramener de l'information plus rapidement. Ça veut dire que si vous avez un psy qui parle, et puis qu'on se dit aujourd'hui en Occident, un adulte sur deux, il a été une fois dans sa vie peut-être voir un psy, finalement, on comprend que celui qui va voir, il y a de la détresse, il va attendre des choses, il va peut-être pouvoir projeter sur le psy. Enfin, il y a un ensemble de connaissances qu'on appelle l'encyclopédie, il y a un ensemble de connaissances qu'on projette et qui font que le réalisateur fait l'économie de plein de trucs. Il n'a pas besoin d'expliquer. Ah, je vais chez le psy, on comprend, le type est pas bien, s'il lui prescrit un médicament, on dit comment ça, un médicament, on comprend. Donc ça économise plein de discours narratifs. Il n'y a pas besoin de raconter plein de trucs. Mais on peut très bien utiliser, là, je prends le Rhône par exemple, je pense que c'est au fin fond de la Californie. Vous voyez, ça marchera moins dans l'identification qu'en Suisse. Et il n'y a pas besoin d'expliquer tout. En fait, on peut directement évoquer, je pense, le rapport peut-être ambigu qu'on peut avoir, mais essayez d'imaginer ça en Finlande. Ou de voir un film finlandais sur un fjord, vous vous dites... Mélanie Pitlou, vous regarderiez un film finlandais sur un fjord ? Moi, je suis biaisée parce que j'adore l'eau. C'est vrai. Mais par contre, pour peut-être gentiment contredire, en fait, le film est par exemple sorti aux États-Unis, à Washington, dans un festival d'environnement, et les gens disaient c'est drôle parce qu'on n'avait pas vraiment connaissance de ce fleuve, mais on a le même problème au Mississippi, puisqu'en fait, le film parle notamment du danger d'inondation et puis du fait qu'on a tellement restreint l'espace naturel des cours d'eau, mais dans toute la planète occidentale, j'ai envie de dire, là où il y avait de l'argent pour le faire, eh bien, on a construit des murs et du coup, on a partout le même problème, c'est-à-dire qu'avec les changements climatiques, ça déborde de tous les côtés. Mais voilà, par contre, je rejoins tout à fait sur le côté émotionnel. En fait, ça me faisait réfléchir en même temps que vous parliez, ce qui est le but, donc on se comprend. Et donc, par rapport au côté des émotions, finalement, peut-être c'est un petit peu ça. Moi, j'ai toujours de la difficulté à expliquer pourquoi est-ce qu'on fait des films documentaires pour le cinéma. Quelle est la différence entre un documentaire et un reportage, peut-être, ou un reportage journalistique pour la télévision, c'est d'abord le temps qu'on y passe, et puis la tentative, en tout cas, puisque c'est toujours une tentative, d'en faire un objet artistique. Et finalement, que ce soit la fiction, que ce soit le documentaire, que ce soit l'art en général, eh bien, c'est justement cette idée de représenter quelque chose qui transmette une émotion. En tout cas, c'est comme ça que je considère la création artistique. Et à travers cette émotion, la possibilité de créer du lien entre les gens et de mettre en résonance finalement ma propre perception avec celle de toutes les personnes qui vont recevoir ou qui vont entrer en contact avec l'objet artistique qui a été proposé. Et je pense que c'est là qu'on retrouve un petit peu peut-être aussi la force en fait de la dimension artistique, c'est justement cette possibilité de se mettre en écho les uns avec les autres, avec toujours à partir de son propre regard, qu'on met en simple proposition, est-ce que ça te parle, est-ce que ça ne te parle pas, puis à partir de là, le dialogue peut s'établir. L'émotion, François Fleuret. Ok, l'IA, c'était pas super top là au cinéma, mais vous avez quand même eu un peu d'émotion en regardant ces films. Si vous dépassez le François Fleuret chercheur... C'est en quel film, 2001 Égal, le 10 sur 10, ouais, on va dire. Non, j'étais juste en train de réfléchir à la question sur pourquoi il y a de la science, il y a autant de science au cinéma. Je pense que, là je vais enfoncer des portes ouvertes, mais le truc c'est que les gens ont envie de choses extraordinaires et la culture a fait que plein de choses auxquelles ils croyaient qui étaient irrationnelles, on leur a dit que c'était pas vrai, donc ils sont un peu déçus. Et la science garde un peu ce côté-là, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'est pas scientifique, il y a des aspects de la science qui paraissent incroyables. Quelqu'un qui a une culture scientifique, c'est pas parce qu'il y a ces trucs incroyables que ça induit plus d'incroyable que ça. L'exemple typique serait le mouvement perpétuel n'est pas possible. Pour quelqu'un qui n'est pas scientifique, il peut se dire, vu tout ce que je vois, le mouvement perpétuel est possible. Donc je pense que c'est juste que, effectivement, vu à travers le prisme de quelqu'un qui n'a pas une culture scientifique, la science est très proche de la magie. C'est-à-dire une bombe atomique, même l'IA actuelle qui est déjà déployée, la reconnaissance de visage, tous ces trucs-là. Donc je pense que ça joue ce rôle-là. Moi, là où je suis peut-être pas d'accord avec des choses qui ont été dites, c'est que le fait de dire, c'est compliqué, parce que
si on voit un film ou un roman comme simplement, là ça va être brutal, mais comme un objet commercial, donc juste que ça, pour des raisons pécuniaires, ou bien parce que c'est le but, je veux que le plus de gens l'aiment et l'apprécient, effectivement, on se dit, j'ai pas besoin du moindre réalisme scientifique. Moi, ce qui me préoccupe un peu, c'est qu'il y a quand même un contrat, j'ai l'impression, tacite, qui est que quand on va au cinéma et qu'il y a une représentation de la recherche et de la science, quelque part, je pense que les gens croient que quand même c'est réaliste. C'est-à-dire que l'analyse de dire « Ah oui, mais non, en fait, non, il n'y a aucune contrainte de réalisme, tout ce qu'on veut, c'est induire de l'émotion », je pense que ça, c'est peut-être bien quand, effectivement, on a une analyse objective de ce qu'est l'art, le processus artistique. Mais les gens ne le perçoivent pas comme ça. Je pense que quand quelqu'un va voir un film, il va voir Gattaca ou il va voir je ne sais quoi, finalement, ça représente 95% de sa culture scientifique. C'est-à-dire que dans très grande partie... Mais non, mais c'est triste, mais c'est ça. C'est la grande, très grande majorité des gens ont leur culture scientifique à travers des films. Donc je pense que c'est un peu rapide de faire le deuil et de dire non, il n'y a pas de réalisme. Il y a, pour moi, moralement, devrait y avoir une poil de réalisme. Je trouve ça malhonnête. Je comprends que c'est compliqué tous ces mots dans ce contexte-là, mais c'est malhonnête et dangereux d'un point de vue sociétal de autant trahir ce qu'est la science au cinéma et dans les médias. Et ça me paraît dangereux. En ce moment en particulier, avec réchauffement global, tout ça, vaccin, truc muche, homéopathie, les gens naviguent dans une espèce de confusion, mais totale, de ce qu'est la réalité scientifique, la rationalité, la démarche scientifique aussi, parce que on en revient à un peu le manque de spectaculaire de la recherche. Évidemment que la recherche n'est pas spectaculaire. C'est que si on oppose la série américaine où le type va mourir et le médecin regarde sous son microscope et il dit un nouveau traitement, on est effectivement très très loin d'une étude sur 25 000 personnes où à la fin la molécule machin est mieux que la molécule truc parce que avec un p-test à 5%, celle-là marche mieux que l'autre. Effectivement, c'est infiniment moins sexy. Le truc, c'est que après on voit que cette vision des choses, la vision cinématographique, moi j'ai des discussions avec des gens qui n'ont pas une culture scientifique. En particulier, je suis un peu remonté en ce moment sur les vaccins. C'est surréaliste, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de confusion de ce qu'est une preuve scientifique, la rationalité, la démarche scientifique. Et les gens viennent avec un peu... désolé, j'enfonce vraiment des portes ouvertes, mais que la réalité technique et scientifique et la croyance scientifique de quelqu'un qui n'a aucune culture scientifique qui est aussi valide que la démarche scientifique. Et je trouve que le cinéma joue un peu à ça, et je trouve que c'est regrettable. Voilà, là, j'ai un peu... Marc Atala, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Beaucoup de choses, non. Bon, déjà, la première chose, c'est que je suis pas du tout d'accord sur l'aspect moral. Ça me rappelle d'ailleurs exactement les accusations qui étaient faites par l'Église vis-à-vis des premiers scientifiques. C'est-à-dire qu'en fait, je vois pas pour quelle raison la science serait un dogme et qu'on devrait être honnête. Parce que la fiction, normalement, les gens sont censés, quand vous achetez un roman, c'est marqué roman dessus. Vous voyez, et moi, quand je vois un truc où c'est marqué roman, mais même si je vois un documentaire, je me dis, bon, il y a de la mise en intrigue, il y a de la construction. Là où je vous rejoins, c'est pas tellement sur la culture scientifique, c'est plutôt la difficulté qu'on a aujourd'hui à apprendre à lire une fiction. C'est-à-dire qu'à l'école, je ne sais pas comment ça se passe en Valais, les seuls exemples que j'ai, c'est dans mon propre parcours scolaire, on nous apprenait à repérer des figures de style, une catacrèse, incroyable, et c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, on ne réfléchissait pas à la fiction. Ce qui est assez compréhensible parce que les études sur la fiction sont revenues au goût du jour, disons, au milieu des années 80. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on est en pleine période structuraliste, on ne parle pas de tout ça. Donc ça fait pas si longtemps qu'on se réintéresse à la narration, à comment on éprouve une émotion, etc. Si on était capable de lire une fiction, alors on n'aurait pas ce problème d'être honnête. Déjà, honnête par rapport à qui? Je veux dire, si vous voulez être honnête, vous faites ce qui se passe beaucoup dans le cinéma. Vous avez des instituts de recherche qui financent des films, qui vous balancent des scientifiques, qui font un film en général un peu chiant, et puis on se dit, c'est honnête. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'un conte de fées, c'est malhonnête? Moi, cette réduction du nombre de points de vue possibles dans une démocratie où les gens doivent sortir d'eux-mêmes, je trouve ça dangereux. Ça me rappelle du totalitarisme. Quand on commence à dire si c'est pas juste par rapport à ce qui se passe, alors c'est malhonnête, non. Pour moi, c'est faux de dire ça. C'est l'inverse d'un système démocratique. C'est par contre que les gens soient éduqués, ce qui est quand même censé être la base d'un système démocratique, pour être en mesure de dire je suis capable de voir ce qui ici est vrai ou pas vrai.
Ça, ok. Ça, c'est la responsabilité des enseignants, des parents qui doivent éduquer. Ouais, moi, au musée, par exemple, je vois beaucoup de parents qui disent « Ah, mes enfants, ils jouent aux jeux vidéo ou bien ils lisent des mangas. » Je dis « Ah, bah, vous lisez avec eux. Ah, vous... » Ils disent « Ah non, nous, on comprend rien. » Je dis « Donc, vous laissez vos enfants se démerder avec ces trucs, tout seuls. Vous savez pas ce qu'il y a dedans. Et puis après, vous allez accuser ces trucs-là d'être responsables du fait qu'ils vous parlent plus. Bon, je sais pas, je trouve ça bizarre, moi. J'arrive pas à très bien comprendre. Parce que les parents ou l'enseignement, ils peuvent apprendre à prendre de la distance par rapport à une fiction. Et là, soudainement, la question morale, elle disparaît. Sinon, je trouve ça dangereux. Ça veut dire que pour moi, la propagande, c'est justement ça. On doit respecter un certain nombre d'idées, qu'elles soient philosophiques, scientifiques, politiques ou que sais-je. Et on doit être honnête en représentant. Mais il n'y aurait pas de révolte possible. Il n'y aurait pas de débat possible. Et surtout que le but de la... Non, mais surtout que là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous me prenez sur le but de la fiction. Elle parle de l'humain. Pourquoi est-ce quel est l'intérêt? Oui, HAL 9000, par exemple. C'est pas une IA, c'est un autre truc. C'est le phénix de Tezuka incarné. C'est cette espèce d'humain qui s'extériorise. C'est ce combat entre l'humain et la machine. On s'en fiche que ça soit possible. Kubrick s'en fiche. D'ailleurs, il a un espèce d'expert scientifique sur le film qui est Clark, qui lui dit « Ouais, les gens n'ont rien compris au film. » Le but de Kubrick, quand il sort le film, c'est « Si les gens comprennent mon film, j'ai loupé. » Kubrick dit ça. Et c'est pour ça que le roman 2001 sort après, pour expliquer aux gens un peu bébêtes, paraît-il, et Kubrick était contre ça. Il disait « Non, c'est une expérience esthétique. Je veux une expérience esthétique. Je veux être dans l'espace qu'il n'y ait pas de bruit, pas pour respecter la rationalité scientifique, c'est que ça renforce les tensions narratives sur l'esthétique. » Lisez tout ce qu'écrit Kubrick sur 2001. C'est impressionnant. C'est-à-dire, en fait, on se méprend en pensant que la fiction doit rendre compte du réel. Elle le fait de toute façon, parce que si elle ne rend pas compte un peu de réel, on ne comprend rien. Il faut que les gens, quand ils se parlent, et si vous avez un homme qui rencontre une femme, ben on doit filmer, est-ce qu'il est content, pas content, est-ce qu'il tombe amoureux, ça on le comprend. Ça, c'est rendre compte du réel. C'est ce qu'on appelle la vraisemblance. Mais le fait d'être en accord avec le réel, sérieux, à quoi ça sert? Les gens sont censés savoir faire la distinction entre les deux. Alors, François Fleuret. ouais, non, mais donc je maintiens que je suis... Alors là, nous avons un désaccord profond. Le fait de dire le rôle de la fiction, c'est ça, n'est pas un argument, c'est juste un point de vue. C'est-à-dire, soit, j'entends, je maintiens que le fait de dire les gens devraient être assez éduqués pour comprendre que c'est une fiction, pour moi, relève de la même chose que de dire les gens ont qu'à lire les 25 pages de leur licence agreement quand ils s'abonnent à un truc. On peut pas... Je veux dire, quand on agit, c'est-à-dire si je communique un fragment d'information à une personne que je sais que je l'induis en erreur, je ne peux pas moralement m'en affranchir en disant « Ah, mais c'est vrai, je sais, parce que je connais les gens, que je vais lui dire ça et que ça va l'induire en erreur, mais malgré tout, je n'ai pas de problème moral parce qu'elle aurait dû mieux savoir. » Je veux dire, je comprends, les gens devraient être cultivés et avoir une culture suffisante pour faire la part des choses entre un film de science-fiction, entre Planète Interdite et puis une réalité scientifique. N'empêche qu'ils ne le font pas, donc j'ai été assez prudent dans ma description. J'ai dit, et je serais ravi qu'on vive dans un monde parallèle où ce n'est pas le cas, mais je dis que les gens ont 95% de la culture scientifique à travers la télé, le cinéma, les séries et tout comme ça. Donc de fait, et à nouveau j'insiste, je serais ravi que ce ne soit pas le cas. Je serais ravi que l'enseignement soit différent et que les gens puissent avoir une culture scientifique. Mais ce n'est pas le cas. Les gens ont leur culture scientifique par le cinéma et les grands médias. De ce fait, le cinéma a une responsabilité. Et je trouve que c'est assez mal géré. C'est-à-dire qu'il y a une représentation de la science qui n'aide pas. Mais là, il y a eu des mots totalitarisme, fascisme et autres. Donc, non, pas fasciste. Totalitarisme, totalitarisme, mais le fait de dire simplement, à nouveau, j'ai été extrêmement prudent. J'ai pas dit tout le monde doit bouffer de la science et il n'y a que ça c'est mal raisonné. J'ai juste dit la représentation de la science au cinéma fait que les gens ne savent pas ce que c'est, ne comprennent pas ce que c'est, et croient que la science, que ça permet d'avoir des certitudes qu'on n'a pas. C'est-à-dire que les gens croient qu'en ayant certaines formes de discours et certaines formes de réflexion, ils peuvent hériter de la qualité d'une prédiction scientifique. Donc là, à nouveau, il y a aussi le mot de dogme. De fait, c'est pas une histoire de dogme, c'est que l'approche scientifique est l'approche la plus efficace en termes d'avoir des effets pratiques. C'est-à-dire que on peut discuter 3 heures, mais quand on a une maladie grave, on va à l'hôpital, on va pas à l'église. Quand on veut communiquer avec des gens, on n'utilise pas des signaux de fumée et puis la télépathie, on achète un téléphone portable. Donc moi je serais ravi, le côté il faut rêver et tout ça, et la science, il ne faut pas que la science soit un dogme. À nouveau, je n'impose rien à personne. Je dis juste que ce que je trouve un peu problématique, c'est que les gens veulent en même temps le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire ils veulent
les degrés de liberté qu'offre un monde non rationnel, c'est-à-dire un peu j'adopte une idée et maintenant j'ai le droit d'y croire, et ça, à nouveau, j'insiste, j'ai rien contre ça. Mais après, qu'ils ne viennent pas dire que c'est une attitude scientifique, parce que, et c'est un peu ce que fait le cinéma. Le cinéma, c'est-à-dire le cinéma ne donne que la partie sexy de la science, c'est-à-dire une certitude, le fait d'avoir raison, blabla, mais sans tout ce qui va avec, c'est-à-dire il y a plein de choses qui ne sont pas possibles, il y a plein de choses qui sont décevantes, il y a des échelles de temps qui sont très différentes, il y a peu de succès individuel, c'est-à-dire le côté le chercheur qui a fait le breakthrough incroyable, ça n'existe pas, c'est-à-dire que c'est toujours on construit sur les épaules des géants. Donc c'est juste ça, ni je suis en train de dire que tout le monde doit manger de la science, ni je suis en train de dire que c'est la réponse à tout, et à tous les problèmes psychologiques, sociologiques, tout ce que je suis juste en train de dire, c'est que les gens croient que la science est une chose qu'elle n'est pas, et que le cinéma trahit de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, son rôle, qui est plus large qu'il vaut de la science, de cultiver les gens. C'est-à-dire, on ne peut pas juste dire, vraiment, ça, je trouve ça dangereux, de dire « Ah, mais les gens ont qu'à savoir, maintenant, c'est plus mon problème ». Si, bien sûr que c'est notre problème. On ne peut pas juste dire « Ah, mais si les gens sont trop crétins pour comprendre que c'est de la fiction et que c'est pas la réalité, et ben c'est comme ça ». Non, c'est pas comme ça. Non, mais je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Ah, mais alors vraiment pas. Enfin, vous vous exprimez de manière assez mécanique, mais je pense que c'est complètement... C'est déjà pas tout ce que j'ai dit. J'ai jamais dit que les gens étaient crétins. Je pense que le cinéma n'a pas de rôle pédagogique. La fiction... D'accord, on est en désaccord là. Et si vous pensez ça, c'est ça pour ça que je parlais de totalitarisme qui n'est pas du tout égal à fascisme, puisque totalitarisme suppose un système total. Autrement dit, la seule manière qu'on aurait de rendre compte de la science, c'est de respecter Non. les choses qui sont... Ah, vous parlez avant de malhonnêteté par rapport à la représentation qui était donnée. Moi, déjà, je pense que les gens, fondamentalement, peut-être que vous n'avez pas eu de bol, hein, mais ça arrive, la chance, quand même. C'est que moi, j'ai l'impression que les gens aiment bien se faire peur. Et quand vous parlez, par exemple, d'IA, les gens disent « Ah, mon Dieu, ça arrive », puis en fait, vous vous rendez compte, ça ne les empêche pas d'exister. Ils n'ont pas si peur que ça, et je ne pense pas qu'ils prennent un film comme étant la démonstration d'une théorie scientifique en disant « Je pense que c'est vrai ». Peut-être que vous avez eu ce sentiment-là. Moi, ça m'est quasiment jamais arrivé de me dire « J'ai vu ce film, voilà ce qui va nous arriver ». Ça arrive que les médias posent ces questions à des scientifiques. Ça arrive très souvent. Je me rappelle une discussion à l'EPFL avec un prof qui disait « Il faut que les gens comprennent », Mandada, qui est un prof de robotique, qui disait « Il faut que les gens comprennent que les robots, ils ne vont jamais faire ça ». Parce qu'il disait « Les gens apprennent plus à décoder les métaphores ». Un film sur la science, ce que je disais avant, c'est pas de la science. Pour moi, c'est tout sauf ça. Et ça concourt à quelque chose d'autre. Alors c'est là où je suis pas tout d'accord avec vous, mais bon, de toute façon, il y a plus de chances qu'on réalise un accord. Une dernière petite réponse, après je vais tenter de casser le... Non, mais c'est important de converger sur notre point de désaccord. Donc là, je pense qu'il y a un point de désaccord qui est très simple, c'est que je ne pense pas, je pense qu'on ne peut pas juste dire, les gens devraient savoir que la fiction, c'est de la fiction. Je pense que, voilà, si c'est ça, et là, la discussion peut s'arrêter, parce qu'effectivement, si on part sous hypothèse, les gens doivent savoir que la fiction, c'est de la fiction, point barre, à partir du moment où je fais de la fiction, je n'ai aucune raison éthique ou morale de coller à une certaine réalité. À partir du moment où on fait ce postulat-là, c'est réglé. Et on ne fait pas le même, visiblement. Moi, je fais le postulat que quelqu'un qui est devant un écran de 15 mètres par 10, les trucs qu'on lui montre, on peut parler de mensonge. Et je comprends qu'on n'est pas d'accord. Et vous, par exemple, vous êtes pas... Vous auriez cette position, parce que comme la médecine est profondément... J'allais faire exactement ça. Parce que je trouve votre position morale assez particulière, ouais. je l'entends, mais je me demandais pour d'autres Vincent Alvarez, vous êtes au milieu, là, en plus, hein, physiquement. On va se dire, voilà, il y a beaucoup de cinéma qui représente votre forme de science, donc la médecine. Quels pourraient être les risques ou les bénéfices d'être dans le réalisme ou pas, justement? Déjà, vous êtes d'accord avec lequel? Ouais, en fait, il faudra déjà choisir le côté. Faut voter. On fera voter la salle après. Hein. Je sais pas par où commencer. Non, par rapport à la médecine déjà, j'ai l'impression, en tout cas au quotidien, que les gens font quand même assez la différence entre les séries médicales et la vraie vie. Team Marc Attala pour l'instant, alors. Enfin, en tout cas, On va renforcer l'attention. Ouais. Non, j'ai encore pas eu l'expérience d'un patient qui me fera dans Dr. Gray ou Georges Clooney, il a fait ça. Enfin, ça n'est pas encore arrivé, heureusement. Après, je pense quand même que ça impacte l'imaginaire des gens sur ce qui se passe dans un hôpital. Et ça, je rejoins un peu mon collègue. Et surtout un peu dans la vision du médecin héroïque qui a eu l'idée. Et un peu comme en science, ça se passe pas comme ça. Enfin, c'est toujours un travail d'équipe. Il y a plusieurs choses qui se passent, plusieurs médecins, des infirmières. Enfin, voilà. Mais je pense quand même si la grande majorité des gens
se rendre compte que c'est de la fiction, que ça impacte quand même l'imaginaire des gens, les craintes, et puis on ne vient pas dans un hôpital après avoir vu une série urgence avec plein de morts que si on ne sait pas très bien ce qui se passe dans un bloc opératoire. Donc, je pense quand même que ça impacte l'imaginaire des gens. Et quand même, les séries jouent sur cette espèce de côté pseudo-réel. Je pense qu'ils mettent en scène dans des vrais hôpitaux, des vrais cas. Ils emploient un langage médical, effectivement. Vraisemblance, comme on a dit. Ouais. Ils jouent quand même un peu sur... Là, je rejoins cette fois. Ils jouent un peu quand même sur... je pense en sachant très bien que c'est juste un prétexte pour mettre en avant d'autres histoires. Ils donnent, peut-être, comme vous disiez avant, pour faire une économie de narration. On dit, quand on voit un type qui a un bras arraché, on peut bien comprendre qu'il a mal et qu'il est en détresse sans devoir l'expliquer. Mais il donne quand même un aspect pseudo, peut-être pour ramener les gens à leurs sensations plus profondes, parce que ça a l'air très réel, ça fait plus mal, ça touche plus. Mais voilà. Mais je serais peut-être un peu entre les deux. Ça va très bien. Hein. Non, mais je pense quand même que la plupart des gens font la différence, mais qu'inconsciemment, ça impacte quand même un peu l'imaginaire de ce qui se passe. Parce que l'hôpital aussi, dans la vraie vie, c'est très émotif. On n'y va pas parce qu'on va voir un film, on y va parce qu'on est malade, parce qu'on a un proche malade. Et toutes ces sensations, peut-être qu'on a vues dans une série, se reprojettent un peu sur ce qu'on ressent quand on va dans ces institutions. Mais... Voilà, maintenant, pour revenir au vaccin, tout ça, par contre, certains, des fois, je ne vais pas me lancer dans le débat des vaccins. Mais... Par contre, je trouve, parfois, dans ces séries, ils ont l'avantage de mettre en avant des vraies questions de manière assez simple. Comme typiquement, on voit des fois dans les séries des enfants qui meurent parce que les parents n'ont pas vacciné, et puis il y a des discussions dans la série, ou l'accès aux soins dans ces séries américaines. C'est quelque chose qui est régulièrement mis en avant parce que c'est un vrai problème dans ce pays, ça peut être un problème chez nous, et des fois, ça a la mérite de mettre en avant des choses bien réelles, complexes, peut-être trop simplifiées dans ces séries, mais voilà. Comme on l'a vu dans la science-fiction, où on reprend un pas de recul sur la société, en fait, comme on l'a fait depuis le tout début du cinéma. Mélanie Pitlou, vous n'êtes pas obligée de vous positionner, alors vraiment pas. Mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Moi, je vais essayer de botter en touche. Je ne suis pas entre les deux, donc ça va. C'est déjà plus simple. Et en fait, je vous proposerais peut-être aussi de regarder ces questions à travers le prisme aussi du documentaire, puisque quand même ça reste ma spécialité. Je pensais en fait à un film que j'ai trouvé super intéressant. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu, parce que je me rappelle qu'il avait passé quelques jours à Sion. Donc La glace et le ciel de Luc Jacquet, un documentaire qui était... donc Luc Jacquet, peut-être vous avez vu La marche de l'empereur, où il était une forêt. Donc là, il est donc en 2015, quand il sort La glace et le ciel, en fait, il a comme protagoniste principal Claude Lorius, climatologue de la première heure, qui a vécu, je sais pas, peut-être 20, 30, 40 ans de sa vie en Antarctique. Et donc, au moment du tournage, Lorius a 80 ans, et Jacquet lui propose de retourner en Antarctique sur les lieux de l'endroit où il a eu l'intuition de faire des carottages dans la glace pour prouver le changement climatique à travers la qualité de l'air qui est enfermée dans ces couches de glace. Et donc, on peut dire... voilà, c'est un truc pas très très sexy quand même. Là, exactement. base, hein. Donc, on part sur un truc, waouh, ça va être un peu pénible, mais bon, on est quand même avec Luc Jacquet. À part ça, le film est sélectionné comme film de clôture de Cannes de cette année-là. Et donc, bon, moi je me dis, je vais quand même aller le voir, mais c'est vrai que je partais un petit peu comme ça sur la retenue. En fait, c'était un film absolument fabuleux. Pourquoi ? Parce que donc déjà, on est face à un cinéaste qui prend cette personne, Lorius, en fait comme un acteur. Donc on n'est pas dans un documentaire hyper réaliste, on se dit il faut absolument que ce soit sérieux, il faut que la personne soit posée. Non, en fait on est en train d'essayer de revenir à cet être humain de 25 ans complètement passionné qui part un petit peu sur un coup de tête parce qu'il avait postulé pour un stage et puis il se retrouve en Antarctique. Et puis il est là et on est vraiment avec lui en train de découvrir cet univers donc de froid absolu.
Et puis, dans cette recherche autour du climat des années 60, 70. Et puis, moi qui m'intéresse à ces questions, ben, j'avais déjà lu pas mal de choses, mais jamais j'avais fait le parallèle, enfin disons jamais j'avais mis ça en contexte avec un être humain en train de faire de la science, en train de découvrir quelque chose de fondamental pour la suite de l'humanité. Et en fait, comment est-ce que le cinéaste a procédé? Ben, en fait, ils ont tourné avec des caméras notamment Super 8, donc pour donner le côté réaliste, mais en fait, ce qu'on voit à l'écran, on pourrait croire, si on ne lit pas ce qui est autour du film, parce qu'un film, bah, c'est 1h30, mais c'est vrai que c'est intéressant, si on veut aller plus loin, de ne pas prendre ça tout de suite, mais de lire ce qui est écrit autour, parce qu'on ne peut pas tout saisir juste à travers ces sons et ces images qui sont projetées pendant 1h30. Et donc là, on découvre en fait que le cinéaste a décidé, avec des acteurs, de filmer comme si c'était Lorius, parce qu'il en faisait un petit peu, mais il n'y avait jamais assez de matériel, comme si c'était lui qui filmait son quotidien. Donc ils ont remis en scène et ils ont montré ça, puis après il y a des bruitages, enfin il y a toute la dimension de sound design, et puis par exemple il y a ce moment incroyable où en fait ils sont en train de fêter, je ne sais pas quelle chose, et ils sont là avec des verres de whisky, et ils ont pris, parce qu'ils faisaient des carottages, donc ils ont pris des petits cubes de glace, et en fait, il y a un moment, il y avait l'euphorie, il y avait le whisky, et d'un coup, Lorius voit ces bulles de la glace en train de fondre dans le whisky, et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'intuition de cet air emprisonné il y a je ne sais pas combien de milliers d'années, et de faire cette avancée en fait. Et donc ça part d'une intuition, ça part d'un truc complètement humain, et ça part de quelque chose en train de se faire. Et moi ça m'a, à travers le whisky, disons, on peut, c'est des expériences de la vie de tous les jours, mais tout à coup qui mettent le scientifique dans une position humble, en fait, de personnes en train de tâtonner, en train d'avancer. Et je crois que c'est peut-être une des forces aussi en tout cas de ce film, mais j'ai vu aussi d'autres films de ce genre-là, où on n'essaie pas d'être complètement collé à une réalité, mais on donne finalement la dimension humaine de la science comme une production d'humains en train d'essayer d'avancer pour donner du sens à leur existence et au monde dans lequel ils vivent, et à leur environnement. Je crois que vous avez un petit peu lié tout ça, c'est super, j'ai même pas besoin de faire une conclusion du coup. je vais vous laisser vous conclure avec des questions parce que je pense que vous en avez. Il me reste quelques minutes là, donc je sais pas, voilà, s'il y a le micro qui va se balader pour nos intervenants. On ne vous voit pas. Pardon, bonjour. Ça va être un peu flou parce que je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, mais voilà. Du coup, je vais avoir une attitude bien suisse et être d'accord avec les deux parties du débat tout en mettant un petit peu d'huile sur le feu. Mais donc du coup, je suis même assez du côté de Marc Atala pour dire qu'effectivement les gens sont capables de voir la différence avec la fiction et surtout, on ressent assez bien ce nouveau besoin pour la fiction à l'heure actuelle dans le monde. Mais d'un autre côté, je peux que être aussi d'accord avec Monsieur Fleuret sur l'impact que la façon dont a été racontée la fiction à travers le XXe a dans notre société. Et pour faire aussi un lien avec le côté réseau scientifique, Valais et du monde des startups, je trouve aussi intéressant de se poser la question à l'heure actuelle sur la façon dont on est obligé de vendre la science au public, qui est devenu quelque chose qui est devenu de plus en plus fictionnel. Donc on est en plus en plus en train de quitter le réalisme pour arriver au côté du fictionnel. On pense à un côté une façon de considérer l'entreprise et de vendre, disons, une start-up à l'américaine à l'heure actuelle qui s'est répandue aussi beaucoup en Suisse. Et du coup, c'est pour moi aussi un problème, c'est que on a quitté le réalisme on vend plus une histoire, une fiction pour essayer après de vendre de la science.
enfin, c'est une question, mais pas une question, ça, c'est un débat. Qui veut répondre? Mais pour moi, d'un côté, c'est en même temps, je suis totalement d'accord qu'il faut séparer la fiction, que la fiction n'a pas forcément à faire office d'éducation. Mais en même temps, elle a peut-être apporté ça au fait que maintenant on est obligé de rajouter un enrobage de paillettes pour essayer de vendre l'autre. Pardon, je veux pas être trop critique. Marketera. Juste par rapport, je trouve vraiment très intéressant ce que vous dites parce que cette idée du storytelling, il y a un très beau livre qui a été écrit, je ne me rappelle jamais comment s'appelle ce livre, mais c'est sur l'importance du storytelling dans la recherche. Et j'avais lu ce livre en 2005 et c'était en lien avec... il y avait une conférence de l'ancien directeur du Blue Brain Project à l'EPFL, hein, ce projet sur le cerveau, qui avait vendu en storytelling pur dans un show à l'américaine Bling Bling, parce qu'il y a quand même du fric là derrière quand même, aussi. D'ailleurs, on paye toujours les impôts de ce truc. Qui avait dit, grâce au projet, on espère arriver un jour à éradiquer les 600 pathologies mentales recensées aujourd'hui. Et il y a quelques années, j'étais en débat scientifique à Genève, dans un truc assez marrant, et il y avait un des responsables un peu plus humbles du projet qui disait aujourd'hui on a réussi à modéliser les interactions neuronales pour un ver de terre, et il y a de fortes chances qu'on n'arrive jamais à le faire pour un humain. J'avais aucun problème avec ça. D'ailleurs, à l'époque, je trouvais ça bizarre qu'on puisse vouloir résoudre des pathologies, comme si une pathologie mentale n'était que physico-chimique, par exemple. Mais ce qui m'embête plus, c'est qu'on paye des impôts encore là-dessus. C'est-à-dire que ce storytelling, il a permis de débloquer un projet. On va me dire, oui, mais ça a créé des emplois, etc. Oui, mais le contribuable suisse continue à payer ses impôts sur là un espoir qui a été mis. C'est-à-dire que cette fictionnalisation de la science est plus embêtante pour moi que la fiction. Parce que, à mon sens, dans la fiction, un adulte, les enfants c'est différent et je pense que les parents ont cette responsabilité-là. Mais un adulte est censé savoir minimalement qu'une fiction, c'est en tout cas une composition. Et que cette composition, c'est pas un compte-rendu du réel, normalement. Par contre, ce même adulte-là, lorsqu'il entend des scientifiques parler, parce que il a, vous voyez, suivant sa vie, son métier, sa formation, il n'a peut-être pas de culture scientifique, et puis c'est assez compréhensible, c'est-à-dire les 95% des gens, ils font d'autres trucs, 95% des gens, on ne peut pas leur demander ça. Lui, s'il va entendre un directeur de projet pour lequel il va payer lui dire ça, il va attendre ça. Et je trouve que c'est peut-être pour ça que le débat, bon après... s'il n'y a pas de débat, c'est pas marrant. Enfin, Je suis assez contente en fait que vous ayez... Il y a un petit clash là. c'est que souvent, c'est là où la science-fiction est souvent déceptive, c'est qu'en fait, elle donne jamais aucune autre réponse que des questions sur l'ordre du sens. Par contre, je trouve que la responsabilité morale du monde scientifique, mais plus largement de tout ce qui va toucher de l'argent public, la science en particulier, mais pas que, elle est très très importante. Elle passe par le storytelling, parce qu'effectivement, autant la fiction que ce storytelling ont une influence sur l'imaginaire. Mais tout a une influence sur l'imaginaire. Si je vous dis comment lire un film, ça va influencer votre imaginaire, puis ça va peut-être... Donc c'est un mauvais argument. Qu'est-ce qui n'influence pas l'imaginaire? Qu'est-ce que ça serait l'être humain sans imaginaire, déjà? Donc c'est logique que ça l'influence. Après, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut créer? Comment on peut prendre de la distance? Ça me paraît être une belle image de l'humain, d'inciter les gens et les enfants à faire ça. Par contre, un storytelling dans des sphères savantes est très embêtant. Parce que là, il n'y a pas de décodage. Et puis là, monsieur me dira que c'est pas vrai, mais j'avais fait une... Je l'enverrai par mail, mais j'avais fait une recension des articles scientifiques à l'époque où j'enseignais beaucoup à l'EPFL, en 2005 et 2010, sur comment la science se vendait auprès du grand public. Et là, je trouvais que là, il y avait beaucoup de fiction, mais alors qui, évidemment, ne faisait pas dire que c'est de la fiction. Et c'est ça que les médias reprenaient à fond. Et là, je me demande... il y a ce livre de Salmon, voilà, le type s'appelle Salmon, et le pouvoir et savoir, un truc comme ça, storytelling à l'époque des sciences. Voilà, je me tais. Donc juste pour rebondir là-dessus, parce que le sujet de la discussion n'était pas le storytelling chez les scientifiques, parce que je trouve effectivement c'est aussi un énorme problème. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, le coup du Blue Brain Project, ce qui était annoncé, alors, là il y a un problème de agence de financement et autres, j'ai du mal à comprendre effectivement comment ce niveau de claim a marché. Donc là, pour le coup, non. Je pense que je vais dire l'inverse de ce qui est attendu. C'est que la responsabilité scientifique est énorme et faire des claims absurdes est totalement intolérable. Donc, mais ce n'était pas le sujet de la table ronde. La table ronde était le cinéma. Parce que je peux aussi monter sur ma caisse à savon pour plein d'autres choses. Ouais, peut-être je rejoins tout à fait cette intervention. C'est vrai qu'il y a cette tendance maintenant, y compris dans les hôpitaux et dans la science,
de rendre les choses très sexy pour pouvoir financer des projets. Et j'imagine que Blue Brain Project, c'est un peu le résultat malheureux de ça. Où il a fallu rendre un truc sexy pour obtenir de l'argent. C'est venu 1 milliard. Oui, justement, mais c'est... 1 milliard. Et ça devient des montants complètement délirants pour un projet complètement délirant. Voilà, bah. Mais... Oui, mais du coup, c'est vrai que peut-être c'est pas de la fiction, mais je vois dans ces vidéos professionnelles de recherche ou même d'hôpitaux des outils de mise en scène en fait, avec la petite musique de fond, le scientifique tout bien joli qui fait comme ça, et puis il y a toujours l'enfant malade qui survit, enfin, et puis qui devient tout joyeux à la fin. Et effectivement, c'est une dérive, je pense, où la science doit utiliser certains, pas de la fiction, mais de mise en scène du cinéma pour se vendre, et toujours le problème de financement qui reste un problème, mais c'est peut-être quelque chose où il faut être attentif, je pense, effectivement. Je suis d'accord. Autre question, réaction? Ouais. On prend une dernière question. Yes. Oui, peut-être rapidement. Peut-être une distinction conceptuelle qui serait peut-être utile pour le débat, je ne sais pas. Enfin, je vous le lance comme ça. Mais cette distinction que font les philosophes entre exister et fonctionner, entre existence et fonction. C'est symptomatique que dans cette discussion entre Marc et François Fleuret, François Fleuret a vu immédiatement la fonction d'un film. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont une fonction, évidemment, mais peut-être ce que l'art, par le cinéma, peut-être veut montrer, c'est peut-être l'existence simplement de certaines... Les grandes œuvres, en tout cas les grandes œuvres. Je crois que l'amour n'a pas... Dès qu'on se pose la question de la fonction de l'amour, il y a quelque chose qui se perd. La solitude, l'existence de nos émotions, dès qu'on leur assigne une fonction, il y a quelque chose qui se perd. Et je crois que vraiment, l'art en général, le cinéma y compris, a ce rôle. Il a une fonction, mais dans cette fonction de montrer ces choses, il a la fonction de montrer. Pour les grandes œuvres en tout cas, pas pour celles qui foisonnent, qui sont trop prises dans la logique de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a une fonction de vendre avant tout. Pour les grandes œuvres en tout cas, je crois que l'art doit pouvoir montrer l'existence simplement de ces choses très fortes de la vie, je crois, et qu'on appelle universelles, qui font les grandes œuvres universelles de l'art, qui sont simplement, qui sont là, qui existent, l'amour, la solitude, la misère humaine, l'inégalité, l'injustice. Est-ce que l'injustice a une fonction ? Pas du tout. Elles existent, elles sont là. La vie comme dirait Aristote, c'est un bien essentiel parce qu'elle est là. Est-ce qu'elle a une fonction ? C'est pas si sûr. Merci. Quelqu'un veut rebondir là-dessus ? Juste pour préciser quelle était ma pensée, moi j'ai jamais dit que je pensais que la fonction première du film, au sens ce pourquoi il est designé, il est conçu, et de cultiver les gens objectivement et le plus honnêtement possible sur la science. Ce que je disais, c'était que de fait, même si c'est pas son rôle premier, c'est là que les gens prennent une grande partie de leur culture scientifique. C'est-à-dire que, parce que le mot fonction est compliqué, on a l'impression que c'est une caractéristique qui devrait guider la manière dont il est designé. Moi, je suis juste en train de dire, je sais pas, je comprends bien que le but premier d'un film pour le réalisateur et pour le scénariste et pas que les gens sachent plus de science à la fin. Ce que je dis, c'est que de fait, c'est là que une grande majorité de gens prennent leur culture scientifique. Il y a quand même peu, si vous réfléchissez à une fois que vous avez quitté l'école et que vous n'évoluez pas dans un milieu fortement scientifique, il n'y a pas de science. C'est-à-dire que dans les news, c'est à nouveau hyper monté en truc. On fait au mieux. Ouais. Pardon ? On fait au mieux. Non, mais je dis pas. À nouveau, le truc, c'est que j'ai l'impression, ce que je dis est juste factuel, pas au sens je reproche à rien à personne, je dis juste c'est un état de fait. C'est-à-dire que on en revient toujours à ce qui est un peu, c'est un tour complet, c'est que la science telle qu'elle est n'est pas très intéressante pour le grand public. C'est vrai, je dis pas le contraire. Mélanie, dites-le. Tout va bien ? Quelqu'un veut encore parler ? Bon, parfait, je crois qu'on va aller manger. Merci de nous avoir écoutés.